Alors, cette semaine, à Coué Bonjour, on a le plaisir de recevoir Audrey-Lise Roch-Hervieux. Elle est fondatrice et blogueuse du blog très connu Maman Autochtone. Coué, Audrey-Lise? Oui, Donc, vous êtes originaire de Pessamit et sur les oui, réseaux effectivement. sociaux, vous avez parti le compte qui s'appelle Maman Autochtone et d'ailleurs, vous avez Oui, même remporté un prix au Gala Mammouth, qui est un oui, prix décerné par la jeunesse. oui. Pourquoi est-ce que vous avez parti ça? Dans quel contexte, dans quel état d'esprit vous avez commencé ce blog-là, Maman Autochtone? Maman autochtone est née suite à, justement, tu sais, j'avais commencé à écrire des textes un peu pour, tu sais, c'est le même principe qu'un sac à dos avec plein de cailloux dedans. Puis moi, le but de ce processus d'écriture-là, c'était vraiment d'enlever un caillou à la fois dans mon sac à dos. Puis le blog, justement, est né le 17 février 2022. Ça l'a fait 2 ans dernièrement. Et avant de me lancer, ben c'est ça, j'ai été très hésitante au début. Je pensais, tu sais, je manquais un peu de confiance en moi dans le sens que je me disais peut-être que personne va s'intéresser à mes écrits. Finalement, ben, je me suis lancée, puis j'aurais jamais pensé que ça allait créer un tel engouement puis que ça allait vraiment intéresser autant de gens. Fait que depuis ce temps-là, ben c'est ça, j'écris beaucoup. Puis c'est sûr que là, j'ai pris une petite pause parce que j'étais très fatiguée dernièrement, mais là, je vais reprendre l'écriture bientôt. Oui, parce qu'on ne veut pas se brûler, on veut que ça soit Non, agréable. c'est Euh, ça. votre, votre audience, est-ce que c'est juste des Autochtones ou des non-Autochtones aussi Oh sont non, il y en intéressés? a beaucoup. Tu sais, il y a autant d'Autochtones que d'Allochtones. Puis tu sais, au début, je pensais vraiment que c'était juste des adultes, mais bien vite, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même aussi des jeunes qui regardaient mes écrits, d'où justement le prix que j'ai remporté avec le Gala Mammouth, justement. Puis c'est Mhm. ça m'a fait vraiment chaud au cœur de remporter ce prix-là. Ben oui, parce que non seulement, c'est comme je le disais d'emblée, que c'est un gala jeunesse, mais Oui, en général, c'est plutôt non autochtone, c'est public général, le gala Mammouth. oui. Oui, dans le fond, le Mhm. Gala Mammouth, comment que ça fonctionne à chaque année, c'est des jeunes qui choisissent 15 personnalités inspirantes à travers le Québec. Puis, ben, cette année, ben, ça a donné que je faisais partie de ces 15 personnalités-là. Mhm. Puis, dans le fond, moi, j'avais été nommée dans la catégorie revendiquer une éducation à l'image des peuples autochtones. Puis ça, dans le Oui. fond, pourquoi j'ai été nommée dans cette catégorie-là, c'était pour faire suite au témoignage que j'avais été faire au Sénat à Ottawa en juin dernier, justement, euh, portant sur l'éducation. Puis moi, ce discours-là que j'avais été faire là-bas, c'était pas un discours basé uniquement sur mon mode de pensée. Tu sais, ce discours-là est en partie grâce à des jeunes que j'étais allée questionner parce que dans le fond, en mars 2023, il y avait eu un rassemblement jeunesse des Premières Nations à Québec qui avait été organisé par le réseau jeunesse des Premières Nations du Québec et du Labrador en partenariat avec Mhm. Wamun-Mishkenu et Wapikoni Mobile. Puis suite à cet événement-là, mais on avait gardé contact avec ces jeunes-là sur un groupe Messenger. Puis moi, ben, je suis allée questionner justement ces jeunes-là et j'ai regroupé toutes les témoignages. Puis j'en ai pondu un texte vraiment parce que, tu sais, moi, je voulais pas aller là-bas juste pour, tu sais, voyons, juste pour dire mon message à moi, je voulais vraiment porter le message des jeunes des Premières Nations en général. Fait que voilà. Ben, c'est un bel exemple où la communauté est plus importante que l'individu, souvent pour les Autochtones. Exactement. Puis tu sais, en même temps, moi, ce geste-là, c'était pour démontrer aux jeunes des Premières Nations qu'on qu'on peut tous le faire, qu'on peut tous y arriver, que tu sais, il y a une infinie de possibilités de se démarquer sur la place publique. Puis, tu sais, j'ai fait mes preuves justement en allant au Sénat, en remportant le prix Mammouth. Fait que, tu sais, toutes les jeunes sont capables de le faire. Puis le prix Mammouth, c'est des non-autochtones majoritairement qui votent Oui, pour ça. oui, Ça doit être quelque chose de se dire que ce message-là est reçu aussi par les jeunes non-autochtones, par tous les jeunes Québécois et Québécoises, dans le fond.
Exactement. Puis, tu sais, déjà, juste le fait d'être nommé, c'était vraiment une belle preuve de reconnaissance pour moi. Puis, tu sais, quand on m'a annoncé que je faisais partie, justement, des 15 nommés, je me disais, wow, tu sais, mais j'aurais jamais, jamais pensé une seule seconde que j'allais faire partie des gagnants, par exemple. Puis après ça, pour les jeunes des Premières Nations, de voir Oui. une des leurs comme ça gagner, arriver, puis est-ce qu'il y a eu des retours, des feedbacks des jeunes des Ah, Premières Nations? mais c'est sûr que oui, tu sais, dans ma communauté, il y a beaucoup de jeunes qui m'ont interpellée, puis tu sais, ils sont très fiers de moi. Puis justement, dernièrement, j'avais été invitée dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire. Euh, c'est un événement qui avait été animé par Laurent Duvernay-Tardif. Puis OK. justement, ben, j'ai pu faire un court message s'adressant aux jeunes allochtones qui étaient présents à l'événement. Puis, lors de votre discours, vous avez choisi de remercier les jeunes. Vos remerciements étaient en français et en Inuit aussi, c'est Oui, ça? oui, moi, c'est primordial lorsque je vais à un événement. C'est la même chose lorsque j'avais été au Sénat, puis lorsque j'avais été faire mon discours lorsqu'on m'a remis le prix Mammouth. Moi, c'était primordial. Je devais le faire en Innu-et-Moon parce qu'il faut comprendre que l'Innu-et-Moon est une des langues premières de ce territoire qu'on occupe et qu'on partage depuis des millénaires. Hmm. Puis comment c'est reçu quand on fait un discours comme ça à un auditoire qui ne comprend pas nécessairement l'Inuaimun? Ben, c'est toujours très bien accueilli. Puis des fois, le monde est genre, tu sais, le monde est surpris, souvent épaté. Puis tu sais, mais c'est sûr que tu sais, je traduis toujours en français ce que je dis pour que le monde comprenne un peu ce que je dis en Innu-et-Moon. Puis Oui. moi, je trouve ça important de le faire parce que la langue autochtone, c'est une de nos plus belles et grandes richesses que l'on possède. Puis il faut la maintenir en vie. Puis c'est de cette façon-là qu'on va y arriver tout le temps, justement, comme je le fais un peu là. Puis, un autre rôle que vous avez aussi, c'est que vous êtes ambassadrice de l'organisme Meshkinu, qui est J'étais. l'organisation de Vous Stanley étiez. Volant. Euh, Oui. C'était une Est-ce que vous expérience. pouvez nous en parler un petit peu, votre rôle? Pardon? C'était une belle expérience. C'était. Oui, oui, oui. Oui, ben c'est Ça a ça. été Là, formateur. oui, là, au moment où on se parle, je ne fais plus partie des ambassadeurs, mais effectivement, ça a été une belle expérience. Puis c'est justement grâce à ce programme-là qui m'a aidé à faciliter, à faciliter justement à prendre la parole en public. Puis je les remercierai jamais assez pour toute l'aide qu'ils m'ont apportée justement pour ce que je fais aujourd'hui, parce que c'est en partie grâce à eux que c'est ce qui m'a motivé à faire ce que je fais aussi, là. C'est ce genre d'expérience-là qui nous amène à pouvoir aller faire une autre étape, avancer dans la vie. Euh, le blog Maman Autochtone, est-ce Oui. que ça peut permettre à d'autres personnes comme ça peut-être d'avoir un déclic? Ben oui, certainement. Puis tu sais, avec les textes que je fais dans Maman autochtone, je reçois beaucoup, beaucoup de retours, tu sais, souvent que ce soit des jeunes ou des moins jeunes qui me disent, j'ai l'impression que c'est mon histoire que tu racontes, que tu sais, ça m'ouvre les yeux, puis ça m'aide à aller de l'avant, ça m'aide à me motiver. Puis tu sais, c'est des messages comme ça que je reçois souvent lorsque je fais des textes. Donc, vous devez être très sollicité pour faire des conférences en plus d'être Oui. blogueuse, recherchiste aussi, si je ne me trompe pas. Oui, 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 je suis recherchiste à l'occasion pour les productions Périgny. OK, ça, c'est une Oui, maison de production autochtone qui fait de la télé, oui, qui a produit notamment Laissez-nous vous raconter, je pense. exactement. Est-ce que vous avez travaillé sur ce projet-là? Non, pas sur ce projet-là, mais j'ai travaillé sur d'autres projets qui vont bientôt sortir. OK. Ouais. Puis, le rôle de conférencière, comment on aborde ça quand on dit au départ qu'on ne savait pas quoi écrire, qu'il Mhm, a fallu des expériences pour être mhm, ambassadeur avec le mhm, groupe à Stanley Volant. mhm. Comment on prend ça aujourd'hui d'aller parler devant des dizaines, des fois des centaines de personnes qu'on ne connaît pas nécessairement? Ouais, Hmm. mais c'est sûr qu'au début, c'était vraiment difficile. Puis, tu sais, je trouvais ça intimidant de partager mon vécu personnel devant des inconnus. Mais tu sais, plus je faisais des conférences,
plus ça me faisait du bien. C'est tellement bénéfique puis thérapeutique en même temps. C'est tellement le fun. Puis moi, je fais vraiment, moi, je présente pas de PowerPoint lorsque je fais des conférences. Moi, je fais ça vraiment sous forme de partage. C'est très personnel. Puis, les gens, souvent, après, viennent me voir puis ils se confient en moi. Puis ça, j'aime ça, faire ça de cette façon-là. C'est on reprend un peu l'idée du bâton de partage ou du bâton de parole. Exactement. Puis sur votre blog, c'est quoi vos sources d'inspiration pour écrire vos textes? Je sais que des fois, c'est par rapport à l'éducation, par rapport à la langue, mais oui. qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui capte votre intérêt et qui vous donne envie d'écrire là-dessus? C'est très varié, en fait. Des fois, je reçois des demandes de gens qui me demandent « Ah, ça serait le fun que tu abordes tel ou tel sujet. » Fait que moi, par la suite, j'essaie souvent de trouver des exemples d'expériences de vie, justement, pour aborder les sujets qui me sont demandés. Puis ces sujets-là qui sont demandés, c'est pour répondre à ces demandes-là. Oui. Exactement. C'est très variable. Ouais. Au début, justement, j'ai déjà abordé la persévérance scolaire, j'ai déjà abordé les abus, la violence. C'est vraiment, c'est très variable selon les demandes. J'ai déjà abordé les pensionnats, la spiritualité, mettons les missionnaires d'Oblats, tout ça. Je pense que j'ai au-dessus de 80 textes disponibles dans mon blog. Là. Puis, à faire des textes comme ça, quand on blogue, souvent, c'est quelque chose de très intime. Oui. Ça doit être difficile de partager comme ça, mettre ses tripes sur la table, puis de partager quelque chose qui nous est proche, puis des fois qu'on préférerait peut-être garder pour soi. C'est sûr. Le texte le plus difficile que j'ai eu à aborder, justement, c'était sur la violence conjugale. C'était une expérience que j'avais vécu il y a maintenant 14 ans de cela. Puis, encore aujourd'hui, lors des conférences, lorsque j'en passe, c'est encore lourd, mais plus j'en parle, plus ça devient moins lourd avec le temps. Là. Ça se trouve être un vecteur d'éducation populaire sur nos réalités, dans le fond. Oui, exactement. Puis, donc, est-ce que il y a des jeunes qui ont manifesté vouloir faire des blogs comme vous le faites, peut-être pour travailler d'autres sujets puis d'angles différents? Oui, justement, j'ai eu un message d'une jeune de ma communauté qui m'avait demandé des conseils de justement comment débuter justement à faire un blog, parce que l'étudiante en question, elle étudie en littérature. Puis elle écrit beaucoup, puis elle m'avait montré ses textes, puis c'était vraiment beau. Puis j'ai donné plein de conseils de comment débuter. Puis je trouve ça le fun qu'il y ait d'autres jeunes qui s'intéressent à ça, puis qui soient motivés par ce que je fais, justement. Puis c'est vraiment intéressant. Puis je trouve ça le fun que ça soit inspirant comme ça. Moi, je travaille plus en journalisme, donc la liberté que le blog vous apporte, c'est super inspirant. Puis je trouve ça le fun que ça soit fait aussi différemment. Puis avec les réseaux sociaux, est-ce que ça vous a amené plus de visibilité aussi? Oui, oui, beaucoup. Parce que sans ça, je pense, avec le truc du Sénat, puis le prix Mammouth, je pense que je ne serais pas rendue où est-ce que je suis aujourd'hui. Là. Est-ce qu'on peut en vivre de ça, d'un blog, puis d'être conférencière? Honnêtement, le blog, je gagne pas d'argent en faisant ça, mais les conférences, oui. Mais le blog, moi, je fais ça vraiment par pur plaisir parce que, ça me fait du bien d'écrire, puis c'est le fun. Puis moi, ça me dérange pas. La meilleure paye que je peux avoir en faisant ce blog-là, c'est justement les personnes qui m'écrivent des fois pour me remercier justement d'avoir écrit tel ou tel texte. Là. Audrey-Lise Roch-Hervieux, fondatrice et blogueuse du blog Maman Autochtone. On va prendre une petite pause musicale. On va aller écouter Jeremy Dutcher et Melody McIver de Dream Tree. Lo, how the dream tree is sighing and shaking. Pretty
my poor heart is sighing, longing for one who is longing for me. Long are the hours and long is the way. Many a candle to stand and be burned. Women of wailers and women of sailors soon learn the meaning of worry and yearn. I'll sit at home with the light in the window, back to the fire and eyes to the sea. I'll sit at home with my hand on the cradle, rocking the love he has given to me. And sing the songs of safe returning fatherland. Let me only one day, someday, touch my hair again. Oh, how the dream tree is sighing and shaking. Pretty dreams fall down on me. Oh, how my poor heart is crying and aching, longing for one who is longing. Jeremy Dutcher de Dream Tree. Rappelons que Jeremy Dutcher est un des personnages qu'on suit dans Laissez-nous raconter. Donc, il est Wolastoqiyik et il sera en spectacle le 2 mars à 23h à 23h dans le cadre de la Nuit Blanche à la Maison de Radio-Canada. On est de retour avec Audrey-Lise Roch-Hervieux, une Inou de Pessamit, qui est connue aussi sous le nom de Maman Autochtone sur les réseaux sociaux, qui a reçu le prix au Gala Mammouth de Télé-Québec, fondatrice et blogueuse du blog Maman Autochtone. Il y a eu un article dernièrement qui a retenu mon attention sur les réseaux sociaux que j'avais vu passer, puis c'est quelque chose sur lequel j'ai eu une réflexion aussi, puis sûrement beaucoup de personnes autochtones ont une réflexion. Oui. Pourquoi quand on va, par exemple, moi je suis né puis j'ai grandi à Val-d'Or. Pourquoi moi quand j'allais à l'école à Val-d'Or, on pouvait avoir en option des cours d'espagnol, des cours de d'autres langues, mais on pouvait pas avoir des cours d'Anishinaabe? Exactement. Puis ça, justement, ce texte-là, je l'ai fait suite à un témoignage d'une jeune Québécoise qui m'avait écrit en privé, qui me disait que son souhait à elle, c'était justement, dans un futur idéal, d'offrir des cours de langue autochtone dans les institutions, que ce soit dans les écoles primaires, secondaires, cégep, etc., à la place d'offrir des cours d'anglais en option, parce que l'anglais est tellement rendu accessible de nos jours, tandis que les langues autochtones, on est en train de les perdre. Puis je pense que ça serait une bonne façon, justement, de les garder vivantes en les rendant accessibles dans les écoles, en cours optionnels. Puis, tu sais, je me dis, moi, de la manière que j'avais pensé ça, c'est exemple sur la Côte-Nord, c'est la langue Innu, que ça soit, je sais pas, moi justement, c'est chez dans le coin de Val-d'Or, que ça soit la langue Anishinaabe, tu sais, c'est selon le territoire justement. Puis petite question colle, qu'est-ce qu'on fait à Montréal?
à Montréal, j'imagine que ça serait le Kanien'kehá:ka. Ouais, mais il y a beaucoup c'est un lieu de rencontre de plusieurs nations, mais bon, c'était juste Ouais. comme ça pour la réflexion, là. Ben, Oui. moi, j'irais même plus loin. Pourquoi pas offrir une panoplie de cours de langues différents? Puis là, les gens peuvent choisir entre le Kanien'kehá:ka, Exactement. l'Inuinu, le Inuimun, l'Algonquin, Ben oui. l'Anishinaabequois. Mais rappelons quand même qu'il y a un organisme qui donne des cours gratuits en ligne, c'est l'Institut Kiona, Ouais. qui donne Mais des cours tu sais, d'Atikamekw, d'Inuiamun et si je me rappelle bien. Il y a ouais, aussi à mais tu sais Montréal, il qu'il y y a a le Centre Montréal autochtone qui est affilié au regroupement des centres d'amitié autochtones de Montréal, qui donne certains cours. Eux autres sont plus en présentiel là, Ouais, maintenant, c'est là. vrai aussi. Mais eux autres aussi, ils en offrent. Puis c'est offert tant aux Autochtones qu'aux non-Autochtones, mais les Autochtones ont priorité. Audrey-Lise, vous alliez dire, Mais ouais, justement, pour en revenir au cours, je sais qu'il y a Yvette Mollen, je crois, puis Joséphine Bacon qui offrent parfois des cours en Innu, justement, dans le coin de Montréal, là. ça doit être un enjeu quand même, puis c'est un enjeu pour les personnes autochtones qui vivent en milieu urbain d'avoir accès à leur langue, accès à leur culture. Ah oui, puis c'est justement, c'est une des raisons pourquoi je préfère demeurer, moi, en communauté autochtone, parce que, tu sais, je suis une mère de 2 enfants, Ouais. puis moi, je veux tellement pas qu'ils perdent leur langue parce que mes enfants, heureusement, ils la maîtrisent très bien. Puis, tu sais, dans ma communauté, la langue est en train de se perdre carrément. Tu sais. J'ai travaillé en milieu scolaire pendant plusieurs années. Puis, malheureusement, c'est triste de constater qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui parlent uniquement en français. Donc, des enfants qui ne sont pas nécessairement capables de parler avec leurs grands-parents, hein, qui parlent juste l'Inuaimun. Exactement. Ouais, c'est triste. Puis le lien Ouais. avec la langue aussi, c'est que ça a un lien avec notre rythme de vie, notre système de valeurs, de croyances, puis le lien au territoire aussi, c'est vraiment interrelié. Ben oui, c'est une langue qui provient du territoire. Territoire qui est une langue qui est très descriptive aussi, qui va faire comprendre qu'est-ce qu'est le territoire. Cette semaine, il y avait une conférence sur l'Anishinaabe-Mowin et on parlait justement d'un nom de lieu. C'était sur la toponymie qui voulait dire là où le rapide a des gros écueils. Donc, ça donne l'information en plus pour les personnes qui passent là. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis, tu sais, quand que je parle de la langue, justement, c'est sûr que la nôtre en Inuimun, elle a beaucoup, beaucoup changé. Tu sais, si je parle de la langue du territoire d'autrefois, de nos ancêtres, tu sais, il y a beaucoup de mots que eux autres employaient en territoire qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne les emploie plus parce que, justement, on vit en communauté autochtone. On a un mode de vie un petit peu plus contemporain qu'à l'époque où nos ancêtres vivaient en territoire, justement. Oui, parce qu'il y a des mots qui sont créés. Là. Je sais que pour les cris là, à Iousti, des mots comme justement là, les courriels, un fax, un cellulaire, etc., c'est des mots qui veulent intégrer dans le fond, là, au lieu de juste dire le mot en anglais. Là. Exactement. Le message que vous avez fait, que vous lancez, donc, il faudrait apprendre les langues dans les écoles. Il y a un autre message qui était fort, puis que dans le discours du Sénat, puis j'imagine que c'est un message que vous faites dans vos conférences, apprendre notre vraie histoire. C'est quoi que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que vous voulez dire en disant « faut apprendre la vraie histoire » ? En résumé, ce que je voulais dire dans ce sens-là, c'est que, tu sais, les cours d'histoire qu'on nous apprend dans nos écoles par rapport aux Premières Nations, elle est complètement erronée de la réalité. Souvent, tu sais, les écoles ont eu tendance à nous représenter comme des méchants, tu sais, les pas fins. Ouais. Puis, tu sais, justement, c'est à cause de ça qu'il y a une grosse, grosse barrière entre les Premières Nations puis les non-autochtones, justement, à cause de ça. Puis moi, je pense qu'il faudrait complètement déconstruire l'histoire telle qu'elle est racontée puis la refaire ensemble entre Premières Nations et non-autochtones. Parce que l'histoire sert souvent, comme elle est écrite, au narratif du pays ou de la société qui domine. Elle sert à justifier une histoire, elle sert à justifier un État aujourd'hui, des choses. Donc, ça voudrait dire aussi qu'on enseigne les parts d'ombre de l'histoire euro-québécoise ou euro-canadienne.
Puis, tu sais, je pense que ça serait tellement bénéfique, justement, de réécrire l'histoire des Premières Nations. Puis, je pense que ça changerait la paire de lunettes des non-autochtones. Puis, ça briserait beaucoup, beaucoup de préjugés que souvent les non-autochtones ont envers les Premières Nations. Est-ce que cette histoire-là, vous pensez qu'elle est mieux enseignée à nos enfants des Premières Nations? Parce que c'est une chose de vouloir le faire pour l'ensemble de la société dominante, disons, là, mais pour nos nations, est-ce qu'on fait ce travail-là correctement, nous autres, de notre côté? Ben, tu sais, nous, en communauté autochtone, on y travaille fort. Tu sais, juste pour donner un exemple, il y a beaucoup de jeunes qui sont souvent amenés en territoire chez le site traditionnel Kanabo, justement, pour apprendre le mode de vie en territoire d'autrefois. Tu sais, c'est des petits gestes comme ça, je pense, qui amènent d'autres d'autres jeunes, que ce soit des non-autochtones, à s'intéresser à notre culture et à notre histoire. C'est justement, dans 2 semaines, je m'en vais donner un atelier en territoire chez les Canaboutes pour des étudiants du cégep de Sainte-Foy. Fait que, okay. C'est des petits gestes comme ça, je pense qu'il faudrait en faire plus. En particulier, peut-être avec nos jeunes. Moi, je travaille à l'Institut Kiona, puis c'est un de mes fers de lance d'essayer justement de changer la perspective. Puis un institut comme ça fait en sorte qu'on donne une perspective vraiment qui est propre à nous autres, à nos jeunes. Mm-hmm. Exactement. Oui, fait que c'est ça. Moi, ça ferait pas mal tout le tour de ce que... Ben oui. Comment on fait pour mettons, là, qu'on a des gens qui veulent vous voir, aller voir votre blog, qu'est-ce qu'on fait pour vous rejoindre? Vous allez au www.mamanautochtone.com, sinon sur Facebook, dans la barre de recherche Maman Autochtone. Je suis également disponible sur Instagram. Dans la barre de recherche, on a juste à inscrire Maman Autochtone, puis s'il y en a qui veulent lire des articles à mon propos, dans la barre de recherche de Google, vous avez juste à taper mon nom, puis il y a beaucoup, beaucoup d'articles à mon sujet. Super! Donc, on vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de conférences, beaucoup d'éducation à nos jeunes, à des Premières Nations, puis à tout le monde. Tchekestomatan, pour avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui, c'était vraiment apprécié. Miaou. Merci, Miigwech. Merci. Vous écoutez Kwe Bonjour avec Alexis Wawanoloat et Sophie-Claude Miller. Aujourd'hui, on est vraiment avec les Inuits de Pessamit. Notre première invitée était de Pessamit. Notre deuxième invitée est aussi de Pessamit. Kwe, on est avec... tous les titres qu'on pourrait te donner. Gardien du territoire, je pense que c'est le premier titre qui doit être le plus cher à ton cœur. Après ça, acteur. On t'a déjà reçu à l'émission ici pour un rôle dans un rôle de fiction. Donc, maintenant, protagonisme d'un documentaire qui s'appelle Attic. C'est pour ça qu'on te reçoit aujourd'hui. Attic. Quoi? Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Kolibao en Wabanaki. Attic, qu'est-ce que ça veut dire le mot Attic? Tok. Pour les Pessamioulou, Okay. ça veut dire caribou. Caribou. Caribou? Ouais. Puis, pourquoi un film sur le caribou? Parce que souvent, tu sais, tu te souviens quand on disait que les Autochtones en général, c'était un peuple invisible, un peuple muet. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, quand j'ai joué dans une première fiction qu'on avait discuté justement il y a quelques années de ça, ça m'a permis d'avoir une tribune. Mm-hmm. Puis justement, d'aller loin, d'enlever la barrière de l'invisibilité des peuples. Ouais. Puis de plus parler. OK. Fait que c'est ce qui m'a amené, justement, le caribou m'a réveillé, parce que le caribou, à une certaine époque, il nous a sauvé la vie.
Puis aujourd'hui, ben, c'est à nous de sauver la vie au caribou. Mhm. Puis en sauvant la vie de ce caribou-là, il va encore sauver la culture autochtone aussi. Parce que c'est primordial, c'est essentiel dans la culture Innu. Absolument. Absolument. C'est l'aide qui nous a aidés, qu'on a survécu. Tu sais, nos ancêtres ont survécu grâce à cette bête, cette magnifique. Tu sais. Puis je me dois aujourd'hui justement de donner du temps, de tout mon temps, puis l'énergie pour sauver le caribou. On a Oui, reçu- parce que Oui, vas-y, ça fait excuse-moi, Alexis, parce que il est en voie d'extinction. Moi, souvent, j'ai des amis québécois qui me disent, mais pourquoi vous chassez et vous mangez le caribou? Il n'est pas en voie d'extinction. On, on, on répond quoi à ça? Tu sais, le caribou forestier, il est comme un peu réparti un peu partout dans le territoire. Tu sais, il y a des Oui. territoires plus touchés comme le Pibmoran, justement, où ce que je suis en ce moment, parce qu'on est plus au sud. Fait que l'industrie favorise les places plus au sud, plus accessibles de leur usine, forêt, tout ça. Fait que le caribou est plus touché dans ces endroits-là en ce moment. Comparativement, admettons, dans le nord ou à l'extrême est de la province, vers les autres Inuits de Paqua ou de la Romaine. Mais à un moment donné aussi, ils vont le vivre aussi, Mhm. ce déclin. Puis ça fait longtemps qu'il est mis en danger le caribou. Rappelons-nous que si on a des caribous sur nos 25 cents, c'est qu'il était présent partout, au sud, au nord, puis il a été poussé à force d'être chassé, à force de détruire son habitat aussi. C'est qu'est-ce qui fait plus de tort, la destruction de son habitat ou la chasse? L'habitat. L'habitat? L'habitat parce que les caribous ont besoin d'une vieille forêt pour Ok. survivre. Ouais, c'est Puis, ça qu'on voyait dans le film, là. Je Mhm. l'ai regardé hier. Il mange quoi, le caribou? C'est du lichen, Ouais. je crois, Ok. du lichen arboricole qui pousse dans les épinettes, tout ça. Puis c'est ça. Puis, parce que quand c'est coupé, normalement, c'est une jeune forêt qui va, tu sais, feuillu, Ouais. bouleau, tout ça. Mais ça, c'est pas un endroit que le caribou va utiliser. Puis des vieilles forêts, il y en a quasiment plus. Il n'y en a quasiment plus. Il y en a encore sur le Pip-Morin où ce que je travaille, là. Puis c'est pour ça qu'on se force de l'avoir comme un air protégé. Mais le gouvernement local n'a pas l'air d'être favorable à ça. Ouais. Je sais pas si c'est parce que il fait la sourde oreille ou je sais pas quoi, là, Mm. mais Puis un ancien premier ministre, il a déjà dit, c'est pas vrai on va tuer une job pour sauver un caribou. ouais. Pourtant, le rôle d'un gouvernement, moi, logiquement, quand j'y pense, il y a pour mandat, responsabilité de protéger aussi la faune qui vit sur Ouais. son territoire. Mais c'est vraiment pas ça. Tu sais, le caribou disparaît comme disparaît les 25 sous de nos poches de nos jours aussi. tu sais. Une belle analogie, ça. Mais le caribou, au-delà de la nourriture, bien évidemment, on utilise toutes les parties du caribou. Ça avait une influence sur des outils qu'on faisait. Aujourd'hui, en 2024, parce que c'est sûr qu'on veut le protéger, mais on le chasse pareil. Qu'est-ce que vous faites quand vous réussissez à tuer un caribou? Est-ce que vous mettez du tabac par terre? Y a-t-il une façon différente de chasser, pardon, chez les Inuits? Je vais parler pour les Inuits Pessamit, ma communauté. Nous autres, Euh, ça fait quand même plusieurs années qu'on avait fait de la transition de ne plus chasser le caribou. On a fait de la transition vers l'orignal. Puis ce qu'on hmm. voit dans le documentaire, c'est un orignal qu'on a, mais on a tout le temps quand même cette réflexe de remercier la bête à chaque fois qu'on va le récolter. Puis comment vous remerciez la bête? Ben moi, normalement, je le remercie en pensée. En pensée, il faut que je le touche. Ce que mon grand-père, mes oncles m'ont montré, c'est d'avoir tout le temps le Hmm. respect de l'animal, parce que c'est l'animal qui va te nourrir, c'est l'animal qui va te vêtir, c'est l'animal qui va t'outiller. Fait que je trouve ça très normal de le remercier, de le respecter, en quelque sorte. On a reçu à l'émission quelqu'un qui avait écrit un livre sur le caribou, en particulier le caribou de Val-d'Or, là, Henri Jacob, qui expliquait qu'il y a 30 ans, on demandait déjà des aires protégées pour pouvoir le voir survivre, lui permettre d'avoir un peu de vieille forêt, et que l'industrie a tout le temps empêché ça. Puis aujourd'hui, comme on le voit un peu dans le film, les caribous de Val-d'Or sont dans un enclos. Exactement. Il y avait une belle métaphore par rapport à ça entre le sort du caribou en enclos puis notre sort aux Premières Nations. C'était
C'était laquelle? C'est un copier-coller. Ouais. C'est un copier-coller. On était en territoire, on dérangeait pour le gouvernement. Mhm. Fait qu'il nous a pris où ce qu'on était Ouais. pour nous mettre dans des enclos exactement, comme le caribou aujourd'hui. C'est encore l'idée brillante du gouvernement de faire cet acte pour nous et pour la bête aussi, pour la faune, pour le territoire. J'arrive pas à comprendre encore aujourd'hui, on est en 2024, puis si on continue comme ça, le Québec va devenir le plus grand zoo au monde. Ouais, des grands enclos dans le bois Exactement. pour sauver quelques derniers rescapés comme le caribou à Charlevoix, en Gaspésie aussi. Je pensais qu'on disait que c'était ça qui arrivait aussi. Ou Il s'enligne pour ça en Gaspésie. Ah oui. Il n'est pas dans un enclos encore, je crois, mais il s'enligne pour... Parce que, tu sais, comme à Val-d'Or, là, moi je viens de Val-d'Or, je suis ça un peu plus peut-être. Je pense qu'il reste 7 ou 8 caribous. Exactement. Ouais. Exactement. Moi, je me demande. Vas-y. Moi, je pense que, tu sais, quand on dit enclos, tout ça, pour protéger le caribou, je pense pas qu'il veut protéger le caribou, il veut protéger d'autres choses. Il veut protéger l'industrie. C'est vraiment pas le caribou qui protège. Ça, c'est juste pour que nous, on a la vision, le gouvernement protège le caribou. Il fait quelque chose. Puis, dans cette optique-là, on dirait que justement, tantôt, on parlait des instances gouvernementales qui ne sont pas aussi proactives pour pouvoir protéger les caribous. Pourquoi est-ce que vous pensez que les Québécois, nos voisins avec qui on partage des portions de territoire, pourquoi est-ce qu'ils sont moins sensibilisés à la préservation du caribou? Pourquoi ils sont moins intéressés? Ou est-ce que clairement, c'est lié avec notre rythme de vie traditionnel, mais pourquoi est-ce qu'il semble avoir un désintéressement de la population en général par rapport à ça? Moi, je pense que c'est plus, je pense pas, je le sais, là, c'est les régions qui sont plus dures envers cette, cette vision qu'on a par rapport au caribou. Mais je remarque beaucoup que, comme le Montréal, Québec, les Allochtones sont de plus en plus en faveur avec nous. Ils nous suivent. Tu sais, hier, on a projeté puis ça a été vraiment le peuple québécois, il était là, puis il veut faire de quoi, il veut bouger aussi. Fait que c'est ce qui est fun, tu sais, de rallier le monde, mais on a encore du chemin à faire. Oui, parce que votre film est présenté dans le cadre de la 42e édition des rendez-vous du cinéma, des rendez-vous, pardon, Québec Cinéma. Ça a lieu du 21 février jusqu'au 2 mars. Puis le fait justement que le film se promène comme ça, vous pensez que ça aide à faire ouvrir certains esprits, à tasser les œillères pour que les gens voient plus clair par rapport à la situation du caribou, puis les éduquer quelque part? Oui, je pense que, tu sais, depuis que je suis un peu dans l'industrie du cinéma, j'ai beaucoup d'amis qui sont connus, qui ont une bonne tribune aussi. Fait qu'ils partagent tout ce que je mets en ligne ou tout, tu sais, mais ma vision fait que ça m'aide beaucoup d'avoir toutes ces gains-là. Fait que je pense que ça va juste aller en s'améliorant, j'espère, parce que, tu sais, quand je suis arrivé sur le territoire aussi, il y a 3 ans pour m'installer là, les villégiateurs avaient peur de moi. Fait qu'à un moment donné, tous ces villégiateurs-là sont devenus mes yeux aujourd'hui, c'est des amis. Fait que j'ai déjà eu ce que je voulais sur le territoire, c'est de devenir allié avec ces personnes-là. Là, on s'en va à l'extérieur, dans les villes comme Montréal. Jean-Luc, vous dites que les villégiateurs avaient peur de vous. Pourquoi? Expliquez-moi. Il y avait peur de quoi? Il y avait peur de Parce que l'affirmation. vous faites pas peur. Non, mais de l'affirmation du Vous êtes territoire. sympathique, là. Oui, très simple. C'est l'affirmation parce qu'il n'a jamais vu. Mon voisin, il n'a jamais vu l'affirmation qu'on faisait sur le territoire. On était invisible. On était invisible. Mais quand on démontre notre appui pour protéger un territoire, ça fait peur à tout le monde. Mais avant d'avoir peur, ma porte est grande ouverte. Viens me voir, on va en discuter, puis tu verras qu'une fois, on sera de bons amis. Oui, parce que en protégeant des territoires, ça ne veut pas dire qu'on veut exclure des personnes qui puissent en profiter aussi. C'est juste qu'on veut s'assurer pour une préservation, une certaine longévité, c'est ça? Exactement, exactement. Moi, je suis pas là pour être en guerre avec mon voisin autochtone sur le territoire. Mais si on peut se tenir, peut-être pas la main, là, mais je veux dire, se tenir ensemble,
pour le bien du territoire, moi, je suis partant. Est-ce que c'est pour ça que le film est en version, la version originale est française et il y a de l'Innu Aimun? Est-ce que c'est pour ça qu'il y avait les deux langues? Parce que le film, est-ce qu'il s'adresse plus aux Autochtones, plus aux Québécois ou c'est vraiment pour tout le monde? C'était pour mettre aussi notre culture devant. Parce que moi, quand on a commencé le projet, je voulais que, pas juste le caribou, je voulais aussi briser les barrières. Tu sais, les barrières tu sais, il y a pas beaucoup de monde qui connaît comment qu'on agit en forêt, notre culture, tout ça. Fait que j'aimais mieux de montrer aussi cet aspect-là. Tu sais, un pont, c'est ça que je veux créer, un pont avec l'autre nation. Pour Hmm. justement, tu sais, quand tu arrives à Montréal, il y a tellement de ponts. Pourquoi on ne pourrait pas en construire un autre pour nous, pour les deux nations? Pour ça qu'on va Un pont culturel. ouais, à plusieurs générations dans le bois. Exactement. Votre fille, votre fils. Oui. Ouais. Mes stagiaires. Les stagiaires, pour montrer qu'il y a une passation aussi Mhm. de la culture. Dans le film, on parle d'espoir. D'espoir, puis il y a comme une quête, là. Je ne volerai pas le punch de la fin du film, mais il y a une quête qui est reliée à un espoir. L'espoir, ça veut dire quoi pour tes enfants, tes petits-enfants, pour les enfants de la Innu de Pessamit ou Innu en général? Moi, l'espoir, je le vois comme. J'ai répondu à quelqu'un cette semaine, j'ai dit. Il m'a demandé pourquoi tu es si optimiste Mhm. de pouvoir sauver le caribou. Parce que j'ai dit, on a vécu la même chose avec le caribou. Puis on est encore debout aujourd'hui. On a essayé de nous tasser, de nous Exactement. assimiler, De toutes les manières. de carrément nous éteindre, Mhm. mais on existe Effacer encore. notre culture. Effacer notre culture. Exactement. Puis on est encore debout Mhm. aujourd'hui. C'est ça l'espoir. C'est d'être debout et d'avancer. Fait que c'est ce que je souhaite tout le temps, tous les jours. Le film est un film de Guillaume Langlois et Nicolas Lévesque. Mhm. Est-ce que c'était dans cette perspective-là que vous avez collaboré avec eux pour faire ce film-là? Parce que c'est des noms autochtones. Donc, euh, est-ce que ça aurait été important pour vous de travailler juste avec des Autochtones ou c'était au contraire, justement, dans ce contexte-là, important de travailler avec des non-autochtones? Nicolas et Guillaume, je les connais depuis très longtemps parce qu'on avait déjà tourné un petit Mhm. documentaire à l'époque, ça s'appelait Les acteurs du Nord. Une Mhm. affaire de 15 minutes, puis c'est ça, on avait travaillé ensemble. Puis là, eux autres, leur rêve, c'était de faire un documentaire animalier. Mais vu que les circonstances, puis là, tu sais, on s'est rencontrés, puis là, ça a flashé pour eux autres. Jean-Luc protège le caribou, fait que on va aller tourner avec lui, on va lui demander. Puis on s'est croisés en véhicule dans le chemin, on a baissé nos vitres, puis on a discuté, puis c'est tout là, c'est parti cette histoire-là. Comme sur la réserve, là, des fois, moi, je vais à West-Wanipi, puis bon, ben, le chemin est bloqué. Il y a Marlène puis Joe qui sont en train de jaser de quelque chose. On attend qu'il ait fini de jaser, puis après Exactement. ça, on peut passer, là. Exactement, exactement. Donc, tournée de promotion pour ce film-là qui va aussi être disponible à Documanité le 2 mars à 22h30 sur ICI Télé Mhm. et éventuellement aussi disponible sur ici.tout.tv. On invite tout le monde à aller écouter ça. C'est toi, un des personnages. Lenny Tassinan est aussi un personnage Exactement. et Mm. Atikouk Mhm. est, Un personnage aussi. est un personnage aussi. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Parce que un acteur, un gardien du territoire, est-ce qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent? En Oui, terminant. je vais passer Montréal. Je vais être beaucoup à Montréal dans la prochaine année OK. avec théâtre, séries télévisées. Puis... Donc, gardien du Oh. territoire, acteur, série télévisée. Ma vie est bouleversée. Ben oui. C'est super intéressant, super inspirant. Fait Jean-Luc, tenez-nous au courant. Je veux vous voir au théâtre aussi. Absolument. C'est vraiment intéressant. Il n'y a pas de problème. Check ce m'étonne. Je suis comme dedans beaucoup. Ouais. Merci C'est quoi? d'avoir pris le temps de nous voir en studio. C'était de la belle visite. Puis on souhaite que le caribou puisse survivre, pas juste dans le nord, mais aussi dans nos forêts, qu'on garde quelques vieilles forêts pour qu'il puisse manger son lichen. Absolument. Je le souhaite. Merci beaucoup. Alors, on va aller en pause musicale. On va écouter Chris Dirksen avec We Dance Movement One.
Alors, on écoutait Chris Dirksen avec la chanson We Dance Movement One. Chris Dirksen est une violoncelliste membre de la réserve Cree de Northall en Alberta. Et cette semaine, tout en contraste Ouais, avec la musique de la semaine tout en passée, contraste, tu nous as trouvé de la musique pas mal plus douce hein, cette semaine, on peut dire. oui, notre régisseur Mathieu avait fait la demande spéciale de trouver du classique et c'était encore toujours un plaisir de faire cette recherche-là. Je pense que ça va aussi être au goût de nos auditeurs parce que moi, j'avais eu un commentaire disant que d'une auditrice que ses oreilles avaient saigné la semaine dernière à cause du black metal. Oui, on a essayé de les prévenir que ça allait écorcher, là, mais Ouais. oui, en effet, c'est pas habituel, mais j'ai bien aimé ça. Euh, C'est bon, la diversité. Hier, tu es allé à un vernissage au musée McCord, si je me trompe pas. Oui, écoute, c'était vraiment agréable. J'ai pu m'entretenir rapidement avec MC Snow, un artiste Gagnahaga qui faisait une résidence au musée McCord et pour conclure sa résidence, il a préparé une exposition. Je veux pas trop en parler, mais c'est super intéressant. C'est très beau. Il y a de la poterie Mohawk historique, littéralement. C'était une belle foule. Il y avait des diplomates comme Justin Picard et la grande chef des cris, Mandy Gall aussi était là. J'étais bien contente de la voir. Donc, on va recevoir MC Snow à l'émission bientôt. Donc, c'est à voir. Ah oui, vraiment, ça vaut le détour. On a vu ça dans les dernières années, puis dernièrement encore, entre autres au concert de Metallica, où on est allé remettre au bassiste un médaillon perlé. J'ai vu aussi, sans pression, se faire donner ici au Québec des médaillons perlés de la part de Premières Nations, sans pression, qui est très présent dans les communautés, qui était Oui. au décès de Joyce Echaquan, un des artistes qui est allé en solidarité, aller voir la famille, qui est au moment où Joyce Echaquan était revenu. Il fait des tournées aussi dans les communautés. Donc, là, dernièrement, il y a un autre artiste d'envergure peut-être un peu plus internationale, Ice Cube, qui a reçu un médaillon comme ça, puis qui en a fait part. Oui, c'est ça, c'est vraiment un super beau portrait de Ice Cube perlé en noir et blanc, vraiment avec un, un schéma circulaire. Et c'est Carmen Dennis qui fait partie du clan du Corbeau de la nation Tatlan aux États-Unis. Ice Cube qui va faire une tournée canadienne aussi. Donc, on va voir s'il y a d'autres Premières Nations, peut-être au Canada, qui vont lui offrir aussi d'autres médaillons, mais Ice Cube a fait vraiment une publication sur ses réseaux sociaux en remerciant Carmen Dennis d'avoir pris le temps de lui parler ça et de lui offrir. C'est toujours le fun à voir. Oui, puis c'est le fun de voir que notre culture va aussi avec... tu sais, on vit dans le monde actuel. Moi puis toi, on aime bien Star Wars. On n'écoute pas juste des trucs autochtones. Donc, de voir notre culture avoir un écho dans la culture aussi plus globale, c'est le fun à voir. Puis ça rayonne en plus, là, Ouais. vraiment. C'est le fun d'entendre du positif puis de voir du beau comme ça fait chaud au cœur. Là, il y a le Québec qui défend sa loi sur les mines et ça, c'est avec la Première Nation de Rapid Lake. Écoute, t'es avocat, c'est sûr que tu vas pouvoir mieux nous aiguiller là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Et je suis même co-signataire de la lettre d'appui à la Première Nation dans cette démarche-là. Qu'est-ce qui arrive, c'est que en ce moment, dans le régime minier au Québec, on peut aller réclamer un claim minier. Un claim minier, ça se fait sur Internet. Clic, 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 2-3 clics, on paye quelques dollars et on est détenteur d'un claim minier. Avec un claim minier, on peut aller faire de l'exploration minière. Et le processus actuel ne vient pas adéquatement, c'est qu'est-ce que prétend justement les Anishinaabeg de Rapid Lake viennent dire que on ne les consulte pas assez, puis ou même pas du tout dans certains cas. Ce qui fait que il y a une obligation constitutionnelle de consulter quand on a des projets qui pourraient atteindre nos droits ancestraux. Parce que les Anishinaabe ne sont pas comme les EU, eux qui ont des droits issus des traités. Nous autres, c'est encore selon les droits ancestraux chez les Anishinaabe. Et
dans ce genre de situation-là, si on ne fait pas une consultation adéquate, ben, on pourrait retarder le projet. Et c'est qu'est-ce que vient affirmer, justement, le groupe autochtone. Puis, de son côté, ben, le Québec dit non, c'est très théorique. Les claims miniers, ça ne veut pas dire qu'il nécessairement il va avoir un projet. Donc, c'est aussi une action parce que là, il y a une réforme sur la loi des mines. Puis, c'est qu'est-ce qu'on disait dans la lettre au gouvernement du Québec, ça serait le temps peut-être de faire en sorte qu'on consulte comme il faut. Puis qu'on inscrive ça dans la loi pour que ça soit constitutionnel. Oui, parce que des consultations, parfois, certains membres des Premières Nations ont l'impression que les consultations sont un peu bâclées et que c'est pas vraiment sincèrement une consultation ou est-ce que des fois, il faut qu'ils entendent aussi ce qu'ils veulent pas entendre. Hein? C'est ça. Vite, tantôt, j'ai parlé des rendez-vous Québec Cinéma. Il y a vraiment une vitrine autochtone avec plusieurs courts-métrages du Wapikoni Mobile, entre autres, qui vont être là pour ceux qui sont intéressés. Ça vaut le détour. En attendant, le festival Présence autochtone cet été, qui a toujours un volet de cinéma vidéo très intéressant. Mais pour apprendre sur les peuples autochtones, les films de Wapikoni, c'est tout le temps très, très instructif. C'est au cœur, c'est des jeunes qui apprennent, puis ça part tellement aussi de carrière, que ce soit en musique, que ce soit en vidéo, en cinéma. Ben, moi, je pense juste à Catherine Boivin avec son film qui s'est rendu à Cannes. C'est pas rien, là. Moi, je voyais ça sur les réseaux sociaux quand elle marchait sur le tapis rouge. J'étais tellement fière. C'est tellement inspirant. J'imagine juste moi être adolescente puis voir quelqu'un comme Catherine monter le tapis rouge, aller représenter son film un peu partout. Même Denis Arcand aussi a présenté quelques films de la Wapikoni en ouverture de ses propres films en première. Donc, on aime ça, puis on va continuer à suivre ça. C'était l'émission 119 du 2 mars 2024 avec Sophie-Claude Miller et Alexis Wawanoloa. En régie, Mathieu Tessier, et à la recherche, Claire Guérin et Sylvestre Déterre. À la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Bye.